Voilà, bonjour à tous. Donc, on va aborder aujourd'hui la troisième partie du cours qui s'intitule Opérations sur les processus aléatoires. On va passer à travers trois types de systèmes. Les systèmes d'abord qu'on appelle sans mémoire, avec mémoire, et puis tous les autres. Vous savez ce que c'est qu'un système, puisque vous avez eu cours de système avec Monsieur Drion récemment. Je repasserai très rapidement à travers ces différents types de systèmes. Le plus important, celui sur lequel on va se focaliser, c'est le système LTI, linéaire temps invariant. Donc vous connaissez bien aussi, j'y reviendrai dans un instant. Et donc l'objectif de ce chapitre sur les opérations sur les processus aléatoires, c'est de vous donner le background qui sera nécessaire pour résoudre d'un point de vue théorique, on va dire, ou peut-être probabiliste, toute une classe de problèmes. Donc je vous rappelle que le schéma de n'importe quel problème qui peut être traité dans le contexte des missions de l'ingénieur consiste à modéliser un problème, donc c'est-à-dire le mettre en équation, et puis après il va falloir le résoudre. Résoudre, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de quantifier un résultat à partir d'une donnée. Et alors, si on veut se passer sur des données expérimentales, dans la vraie vie ou dans le vrai monde de l'ingénieur, pas le monde académisé qu'on connaît quand on vous demande de résoudre un problème posé avec une entrée connue, une sortie connue, etc. etc. Donc, dans le vrai monde, ce qu'on vous demandera de faire, c'est d'abord de quantifier la donnée. On a une approche statistique pour la quantifier, et puis une fois qu'on a une approche statistique, on peut éventuellement tenter d'ajuster un modèle par inférence, qui sera un modèle probabiliste sur ces données. À partir du moment où le problème il est modélisé, on peut quantifier les résultats, soit sur une approche probabiliste, soit par une méthode par simulation. Comme vous le connaissez, on en a déjà discuté préalablement. Ok, donc ceci, je reviens vers cet exemple-là, qui était l'exemple du barreau d'une certaine longueur, où on chauffe une extrémité. Donc j'en suis à cette partie du cours où je vais essayer d'aborder la résolution de problèmes comme ceux-là. Alors, donc sur le plan conceptuel, on peut imaginer un système entrée-sortie. Entrée-sortie, et entre les deux, on a un système. Le système peut être, peu importe, il peut représenter des équations d'équilibre en mécanique, il peut représenter des équations de conservation, il peut représenter donc de la mécanique des fluides, de l'électromagnétisme, il peut représenter de l'électricité, ça peut être les lois de Kirchhoff, peu importe. Ok, j'essaie d'être tout à fait général ici. Et je dis simplement qu'à une entrée, on peut associer plusieurs sorties. À partir du moment où on a un système qui est caractérisé par des paramètres, imaginons momentanément que ces paramètres soient des paramètres déterministes, et bien à chaque entrée qui est éventuellement un processus aléatoire, d'accord, donc une fonction aléatoire, donc c'est-à-dire cette grande collection, elle est supposée être évidemment de cardinal à infini, donc cette grande collection d'entrées aléatoires, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les regarder chacune d'entre elles, les envoyer à l'intérieur du système et regarder la sortie qu'elle va donner. Okay, donc la première va donner une première sortie, la deuxième, si on était capable de la modéliser, de la mesurer et d'utiliser en entrée, elle donnerait une deuxième sortie, etc. etc. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on a? Le système qui est le système représenté ici est un système qui permet d'apparier des sorties à des entrées. À partir du moment où les entrées sont des processus aléatoires, et bien évidemment les sorties sont des processus aléatoires aussi. Ok, un exemple relativement simple, si vous voulez illustrer tout ça, on pourrait imaginer, je pense que c'est plus ou moins celui qui a inspiré l'exemple ici, on pourrait très bien imaginer un panneau de signalisation routière sur lequel le vent souffle, ou la force du vent souffle, et on se tracasse de, par exemple, l'amplitude du mouvement. D'accord? Donc ce sont toutes les deux des fonctions du temps. La vitesse du vent, c'est une fonction du temps. L'amplitude, c'est une fonction du temps. Eh bien, vous êtes capable, pour une évolution au cours du temps de la vitesse du vent, de calculer les forces. Si vous calculez les forces par un modèle mécanique, vous pouvez calculer la déformation du poteau, et donc vous pouvez calculer l'amplitude de ces mouvements, des vibrations. Ok, donc voilà un peu le pitch. Ça, c'est ce qui se passe quand on travaille avec un système à paramètres déterministes, ok, P. On pourrait même imaginer que le système est un système avec des entrées qui sont aléatoires. Pardon, avec des paramètres qui sont aléatoires. Donc on pourrait imaginer que les paramètres P qu'on vient utiliser pour caractériser le problème, par exemple, je ne sais pas si on parlait du problème que je viens de regarder là-bas, un paramètre, c'est par exemple la raideur. Je vais l'écrire K du poteau. Imaginons qu'elle soit aléatoire. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être composée d'un matériau dont les caractéristiques mécaniques ne sont pas bien connues. Donc ça pourrait être aléatoire. Donc c'est-à-dire qu'on peut tirer au sort une réalisation
la sollicitation, une réalisation des paramètres, et pour ce couple de valeurs, on va pouvoir calculer une sortie. Et puis on recommence une deuxième fois, on reprend une autre réalisation, et on va obtenir une autre sortie, etc. etc. Ok, donc le problème est le même. Je vous l'explique sur base de tirage au sort. On a bien compris comment ça fonctionne quand on génère. L'idée ici, c'est de voir dans quelle classe de problème il n'y aurait pas des problèmes simples où on peut exprimer d'un point de vue probabiliste directement toutes les caractéristiques des sorties à partir des caractéristiques de l'entrée. Ok, ça nous éviterait le long processus de devoir simuler et puis faire des statistiques pour déterminer en fait les propriétés statistiques de la sortie. Ok, donc vous vous souvenez, là je fais le parallèle évidemment avec le cas du lancer de dés, où je vous demandais tout au début du cours, quelle est la probabilité d'obtenir un 6 quand on lance un dé à 6 faces. Et l'idée évidemment était d'essayer d'éviter de devoir le lancer un grand nombre de fois. Alors, l'exemple le plus simple qu'on puisse imaginer, ou un exemple très simple en tout cas qu'on puisse imaginer pour un système, c'est un système où on lui rentre une fonction, on peut dire maintenant qu'elle est aléatoire, donc ce sera un processus x, et en sortie elle nous envoie y, et simplement l'opérateur dont on parle est un opérateur qui dérive une fois. D'accord ? Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est être capable de calculer les caractéristiques probabilistes de la sortie, connaissant les caractéristiques probabilistes de l'entrée. D'accord ? Donc, admettons que ce soit un processus stationnaire au second ordre, mais qu'est-ce qu'on va avoir ? Quelque chose qui est caractérisé entièrement par sa densité de probabilité, et qui est caractérisé entièrement soit par sa fonction d'autocorrélation, soit par sa densité spectrale de puissance. Ok ? L'un, c'est l'autre. Et on voudrait pouvoir caractériser les propriétés statistiques de la sortie. Donc, c'est-à-dire que si on donne une représentation de ceci, surtout si on fait l'hypothèse que les processus sont gaussiens, bien on a une représentation gaussien et stationnaire au second ordre, on a une représentation complète de la sortie. Et en fait, ce problème-là, vous l'avez déjà résolu, puisque si je reviens un petit peu en avant, on a vu que la dérivée seconde de la fonction d'autocorrélation, voilà ici, on a vu que la dérivée seconde de la fonction d'autocorrélation de x, en fait, c'est rien d'autre que la fonction d'autocorrélation du processus dérivé. D'accord ? Donc, si je reviens vers le problème qui nous intéresse, y n'est rien d'autre que la dérivée de x, et donc la fonction d'autocorrélation de y, qui est la fonction d'autocorrélation de x dot, est égale à moins la dérivée seconde de la fonction d'autocorrélation de x. D'accord ? Donc en utilisant ça, on a une relation directe entre l'autocorrélation et l'autocorrélation. On en a vu une autre avec les densités spectrales de puissance. On a vu que pour les densités spectrales de puissance, on a vu que pour obtenir la densité spectrale de puissance d'une dérivée, donc de x dot, il suffisait de multiplier la densité spectrale de puissance de x par oméga carré. Ok ? Et donc on a de nouveau une relation entre le Sx ici et le Sy là-bas. Ok. Alors je ne discute pas les propriétés de rang 1 parce qu'on travaille avec des processus aléatoires et on va se tracasser essentiellement des autocorrélations et densités spectrales de puissance, parce que c'est ce que vous vous demandez pourquoi j'ai passé cette information-là, mais grosso modo, ce que je peux vous dire, c'est que si x ici est une variable aléatoire normale de moyenne mu x et d'écart type sigma x, et bien en fait, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir ici pour y, donc on l'a dérivé, donc la composante moyenne va disparaître, on aura une moyenne nulle et on aura un écart type sigma y. Voilà, tout simplement. Et donc, si c'est gaussien ou normal, distribution normale, bien voilà ce qu'on aura. Et le sigma y, combien vaut-il ? En fait, c'est pas compliqué. Si on a la formation de rang 2, qui est cette information-là, le sigma y, ce serait égal à la racine carrée de la fonction d'autocorrélation à l'origine, ou bien, si on travaille dans le domaine fréquentiel, ce serait la racine carrée de l'intégrale de la densité spectrale de puissance. Voilà.
et le problème complet il est résolu. Ok, je ne m'attarde pas là-dessus parce qu'on ne travaille pas toujours avec des processus qui sont gaussiens. Parfois, on peut faire des choses un tout petit peu plus compliquées. Ok, alors donc si j'essaie de classer maintenant les systèmes, il y a deux grandes familles. Il y a la famille 1 qui est la famille des systèmes sans mémoire, et il y a la famille 2 qui est la famille des systèmes avec mémoire. La famille des systèmes sans mémoire, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente un ensemble de systèmes où il n'y a pas de délai entre le moment où l'entrée est utilisée pour calculer une certaine sortie. Je veux dire par là que la valeur de y à un instant t ou à une ordonnée t ne dépend que de la fonction x, donc de l'entrée, au même instant. Okay, et c'est ça qui caractérise un système qu'on appelle sans mémoire. Donc y ne dépend que de x au même instant. Hop là, même instant. Alors que dans les systèmes avec mémoire, et dans les systèmes avec mémoire c'est différent, on peut avoir y de y de t qui dépend des valeurs de x à un autre instant. Et notamment, dans les systèmes avec mémoire, il y en a un que vous connaissez bien, c'est celui qui s'exprime sous cette forme-là. Y à l'instant t est égal à une intégrale qu'on appelle de convolution, où h est la fonction de réponse impulsionnelle. L'intégrale donc de h de taux fois x de t moins taux des taux. Et donc vous voyez que la valeur de y à l'instant t dépend de toutes les valeurs de x dans le passé. Éventuellement dans le futur aussi, on peut discuter de la forme de la fonction h en termes de causalité. Ça dépend un peu des problèmes qu'on regarde. Ce sont des problèmes vraiment temporels. Et généralement, la causalité, elle se fait uniquement sur le passé et pas sur le futur. Ça, c'est une série de choses, je suppose que vous avez eu l'occasion de discuter avec Monsieur Drillon. D'accord? Donc, c'est juste un rappel. Alors, pour les classifier de nouveau de manière un peu plus précise, dans les systèmes avec mémoire, on a les systèmes qui sont appelés les systèmes linéaires. Donc, ça veut dire que si vous envoyez en entrée, non pas x, mais une combinaison de x1 et de x2, eh bien, en sortie, vous allez récupérer une combinaison avec les mêmes coefficients de combinaison des sorties que vous auriez obtenues sous l'effet de x1 tout seul et x2 tout seul. Ok, donc c'est-à-dire que si on note y, on va peut-être se donner un peu plus de place. Si on note y est égal à L de x, L étant l'opérateur qui m'intéresse, un opérateur linéaire. Et si effectivement c'est un opérateur linéaire, bien en réalité, si je dis alpha 1 x1 plus alpha 2 x2, eh bien le résultat serait égal à alpha 1 L de x1 plus alpha 2 L de x2. Ok, donc l'opérateur est linéaire si on peut intervertir les opérations linéaires, comme l'addition et la multiplication par une constante. Alors le système il va être dit temps invariant si il est indépendant d'un changement de l'origine du temps. Linéaire et temps invariant. Ça veut dire qu'il est indépendant d'un changement. Je vais essayer de clarifier tout ça un petit peu plus tard. D'origine du temps. Et de nouveau, ça doit être des choses que vous connaissez, ce sont simplement des rappels ici. Et quand on se trouve à l'intersection entre les deux, pour un système qu'on va appeler un système linéaire, alors temps invariant, donc il est à la fois linéaire et temps invariant, eh bien, qu'est-ce qu'on observe pour ce genre de système-là? On observe que cette notion de réponse y peut s'exprimer à partir d'une intégrale de convolution.
Ok, je reviendrai peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Donc je commence par les premiers, je vais aller très vite sur les systèmes sans mémoire, et puis je vais passer un peu plus de temps sur les systèmes LTI, les systèmes linéaires temps invariants. Pourquoi est-ce que je vais passer très vite sur les systèmes sans mémoire? Parce qu'il n'y a pas de grand challenge supplémentaire par rapport à ce que vous connaissez d'un cours de probabilité. Et pour quelle raison? Parce que quand j'écris y est égal à une fonction de g de x, on voit bien que c'est un système sans mémoire. Eh bien, c'est exactement comme si ce qui se passe à l'instant t dans la fonction y ne dépend que de ce qui se passe à l'instant t dans la fonction x. Et donc la notion de corrélation spatiale ou éventuellement de dynamique, de composantes fréquentielles, etc., disparaît complètement. C'est exactement comme si j'écrivais la variable aléatoire y, qui est petit y à l'instant t, est égale à une fonction de la variable aléatoire grand X, qui est la valeur du processus aléatoire à l'instant t. Et donc ça, c'est exactement un problème que vous avez déjà traité dans votre cours de probabilité, où compte tenu une densité de probabilité sur une variable aléatoire en entrée, vous étiez capable de calculer une densité de probabilité d'une variable en sortie. Et donc ces opérations, elles se font exclusivement ou de manière très très simple sur les densités de probabilité de rang 1. Je vais peut-être passer rapidement à travers un exemple pour mieux l'illustrer. Par exemple, si on regarde une pression dans un écoulement de vitesse, si la vitesse elle est donnée par v de t et fluctue éventuellement au cours du temps, la pression elle est donnée par 1 demi-rho c fois v carré. Et vous voyez que dans ce cas-là, on a bel et bien la pression qui ne dépend que de la vitesse au même instant. Okay, c'est un système qui est sans mémoire. Un décodeur binaire, c'est un décodeur qui crée une fonction aléatoire ou un processus aléatoire y de t, composé de 0 et de 1, selon que la valeur de x de t est positive ou négative. D'accord? Donc vous voyez que ce type de décodeur-là est un décodeur sans mémoire. On peut faire une autre opération aussi, c'est un tout petit peu plus compliqué peut-être ici parce qu'on a deux entrées. On a un processus x de t et un processus y de t, et on en sort z de t. Donc c'est-à-dire qu'à un instant donné t, z est toujours égal à la somme des deux valeurs dans x et y au même moment. Ok, donc nous ce qui nous intéresse, ce serait de pouvoir exprimer les densités de probabilité de tout rang de la sortie y, connaissant les densités de probabilité de tout rang de l'entrée x. Ok, quand je dis de tout rang, je peux très bien dire aussi de rang n. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que si on connaît la densité de probabilité d'un rang n, alors par intégration, on peut la marginaliser et récupérer les densités de probabilité de tous les rangs inférieurs. Ok, donc dire qu'on connaît la densité de probabilité de rang n suffit pour dire qu'on connaît les densités de probabilité de tous les rangs inférieurs. Alors, donc si je fais un petit rappel de ce que vous connaissez des variables aléatoires, pour une fonction g qui est monotonément croissante, on a une variante si ce n'est pas monotonément croissante, mais ici je garde la limitation parce que c'est plus facile au niveau de la présentation. Je pense que le cas général est donné dans les notes de cours. Pour une fonction g qui est monotonément croissante, la densité de probabilité de la variable aléatoire y égale à g de x, elle s'exprime comme ceci. J'ai envie de dire confère cours de M. Sacré qui vous a donné cours de probabilité, ou peut-être M. Weinkel, et qui vous a expliqué comment faire pour caractériser ou calculer cette densité de probabilité. Confère proba. Voilà, en particulier, c'est un exemple de nouveau, si on a une transformation linéaire, si on dit que la fonction g est égale à 1x plus b, avec a un nombre positif parce que je veux que ce soit monotonément croissant, alors la densité de probabilité de la variable y, elle s'écrit comme ça, 1 sur 1, p x de y moins b sur a. Ça, on peut le voir facilement, parce que si g de x est égal à 1x plus b, bien qu'est-ce qu'on va avoir? X, je vais l'écrire ici, c'est simplement une petite application simple. Si je voulais exprimer x, j'obtiendrais x, c'est-à-dire la fonction inverse, est égale à g moins b sur 1. Et qu'est-ce qu'on voit? Nous, il nous faut g', d'accord? Donc g', je ne l'ai pas calculé, mais c'est simplement 1. Donc ça nous fait g' évalué en g-1, mais g' est une constante, donc c'est juste 1 sur 1. D'accord? Donc tout ceci, c'est une constante dans ce cas particulier, et c'est juste 1 sur 1.
Et puis il nous reste la densité de probabilité de x évaluée pour l'inverse. Et la densité de probabilité de x évaluée pour l'inverse, exprimée en y. Ben donc c'est g-1 de g-b. Donc en fait, si vous voulez, pour être tout à fait cohérent au niveau de mes notations, je pourrais écrire ici un y, et là dire que c'est y alors. Voilà. Si j'exprime la fonction g-1 au niveau de la variable y. Donc ça c'est un exemple, à mon avis, que vous connaissez déjà bien. Vous avez dû vous entraîner dans vos cours préalables avec ce type d'exemple. Si maintenant on a une fonction qui n'est pas nécessairement monotone, d'accord, donc on a traité le cas d'une fonction monotonément croissante, le cas s'arrête ici. Si la fonction qu'on étudie n'est pas nécessairement monotone, bien on a la même fonction, le même type de formulation, mais qui est un petit peu différent, un peu plus compliqué, et qui s'exprime en fonction des différentes racines du problème. Ok, alors... Hop, voilà. Ça redémarre. Voilà, petit bug. Ok, je passe les détails. Et donc, maintenant, si on a un processus aléatoire et qu'on s'intéresse à la densité de probabilité de rang 1, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre cette relation qu'on a là-bas et qui fonctionne bien pour les variables, comme je vous le disais. Bien, on va simplement prendre cette relation-là et on la généralise et on obtient donc... On peut répéter cette opération de transformation de ce qui se passe à l'instant t. On peut la répéter pour chacun des instants. Et donc, en fait, cette information qu'on vient d'obtenir, pour des variables aléatoires, on peut l'étendre très facilement pour des processus aléatoires en l'indexant simplement sur le temps. Et donc, on a une relation entre la densité de probabilité de rang 1 de y et la densité de probabilité de rang 1 de x. Voilà, et donc par exemple, si on s'intéressait à la moyenne de la sortie, bien qu'est-ce qu'on aurait? On aurait que la moyenne de y, c'est l'intégrale de y fois sa densité de probabilité de rang 1, par définition. Et si je substitue là-dedans l'expression qui est là au-dessus pour le y, voilà. Si je substitue cette expression-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si je substitue ça, je fais un petit changement de variable, mais je vous laisse faire l'exercice, j'arrive à cette formulation-là. Et cette formulation-là, par ailleurs, elle est connue, c'est ce qu'on aurait exactement obtenu si on avait dit, je m'intéresse en termes de variables aléatoires à la moyenne de y. Si y est g de x, en fait, on sait très bien que la moyenne de y, ça aurait été la moyenne de g de x fois px de grand X dx. Voilà. Ici, grand X. Ok, donc on récupère en fait une généralisation de ce qu'on connaît bien. Donc si vous voulez calculer la moyenne d'un système sans mémoire, donc la moyenne qui éventuellement peut évoluer au cours du temps, eh bien en fait, il suffit simplement de généraliser avec une densité de probabilité de rang 1 qui varie au cours du temps, la relation que vous connaissez d'un cours de probabilité. On a la même chose pour deux variables aléatoires. Donc si on définit deux variables aléatoires y1 et y2, qui sont obtenues par une transformation g1 de x1, x2, g2 de x1, x2, eh bien en fait on sait par un cours de nouveau de proba que la densité de probabilité conjointe entre ces deux variables aléatoires, elle s'écrit à partir de la densité de probabilité conjointe de x1 et x2. Et on a divisé ça par un jacobien, J. Je passe les détails parce que ça passe peut-être un petit peu au-dessus des objectifs du cours ici. J'ai divisé ça par un jacobien de la transformation. C'est une version, si vous voulez, juste un tout petit peu généralisée de ce qu'on a vu avant, où on a PY qui s'exprime à partir de P de X, et vous voyez que là-bas on a un jacobien. Donc on a exactement en fait la même chose, mais ça a été généralisé à plusieurs degrés de liberté, notamment ici deux variables aléatoires. Et donc, si on peut appliquer ça exactement de la même manière, on va juste remplacer les densités de probabilité par des densités de probabilité indexées sur les instants T1 et T2. Et donc, si on connaît la densité de probabilité de rang 2 de l'entrée,
donc le Px1, x2, alors on est capable de calculer la densité de probabilité de la sortie y1, y2, celle de rang 2. Et notamment, si par exemple vous vous intéressez à la fonction d'autocorrélation, eh bien la fonction d'autocorrélation, elle va être donnée par une relation qui ressemble à ceci. Ok, donc rien de très très compliqué a priori. Je vous donne un petit exemple ici. Je pense que pour gagner du temps, je vais vous laisser travailler l'exemple, ou en tout cas le découvrir un petit peu plus en détail si c'était nécessaire pour vous. Donc si on dit que y par exemple est obtenu comme une transformation du processus aléatoire x, qu'on suppose que x est gaussien, eh bien en fait on pourrait se rendre compte que la densité de probabilité, donc au premier rang, la densité de probabilité de y, elle est donnée par cette densité de probabilité là. Donc P de x de racine de y à l'instant t divisé par 2 racine de y. Ça, c'est quelque chose que vous devriez connaître de vos cours déjà de probabilité. Je vais peut-être juste ajouter que x est à moyenne nulle. Moyenne de x égale 0. Et donc, en appliquant les formules qui sont les formules ci-dessus, c'est simplement une application de formule, donc je ne vais pas le détailler ici. Bien voilà le résultat qu'on obtient. Si on voulait faire une chose maintenant au deuxième rang, donc c'est-à-dire en termes d'autocorrélation ou de densité spectrale de puissance, en appliquant la formule qui se trouve juste ici en haut de page, ben on obtiendrait l'autocorrélation de y qui s'exprime à partir de l'autocorrélation de x. Alors c'est marrant parce que le y qu'on calcule ici n'est pas à moyenne nulle. Si vous voyez par exemple, c'est juste un petit nota bene, si x est à moyenne nulle, mais la moyenne de y, c'est la moyenne de x carré, et mais la moyenne de x carré, c'est sigma x carré, puisque x lui-même est à moyenne nulle. Ok. Et by the way, donc ça veut dire que ça c'est la moyenne de y. On pourrait regarder aussi, essayer de calculer la variance de y. Donc c'est la moyenne de y moins sa moyenne, donc c'est-à-dire sigma x au carré. Bien, c'est le... Je pourrais dire aussi que la variance, c'est le carré moyen moins le carré de la moyenne. Okay, chose qu'on obtient en développant l'expression qui était juste là avant. Et donc, qu'est-ce qu'on va obtenir pour le e de y carré? Ben, si je substitue, c'est le e de x exposant 4 moins sigma x exposant 4. Et le e de x exposant 4, je le dis de mémoire, mais je ne l'ai plus en tête. Mais je le dis par rapport à ce que je vois apparaître. En fait, quand on a un processus aléatoire qui est gaussien, le quatrième moment, le moment non centré d'ordre 4, est égal à 2 sigma puissance 4. Et donc, si je lui soustrais sigma x exposant 4, ça va me donner sigma x exposant 4. Et ceci nous donne donc comme information que l'écart type de y est égal à sigma x carré. Ou bien la variance, regardez, d'ailleurs c'est la valeur à l'origine, dans la fonction d'autocorrélation, la variance est égale à sigma x à la puissance 4. Voilà. On retrouve dans cet exemple-là aussi des choses que je n'ai pas eu l'occasion de discuter de trop, donc c'est un exemple intéressant, mais il est assez fouillé en fait. On retrouve ici le carré de la moyenne. Donc on a toujours travaillé avec des processus à moyenne nulle. C'était pour ne pas s'ennuyer avec un direct donc qui nous donne une composante, une contribution d'intensité infinie concentrée à l'origine, donc pour une fréquence nulle dans la densité spectrale de puissance. Ça en fait,
ne correspond qu'au carré de la moyenne. Donc c'est la première fois qu'on le voit apparaître, parce qu'on a toujours travaillé avec des processus dont la moyenne était nulle. Ok, donc en fait, et la raison pour laquelle on le supprime d'habitude, bah, c'est pour éviter de devoir travailler avec un Dirac, ou de devoir travailler, qu'on ne peut pas numériser évidemment, de devoir travailler avec une valeur qui est cette valeur à l'origine. Ok. Bon, j'en parle pas plus parce qu'on a quand même pas mal de boulot avec les systèmes qui sont les systèmes avec mémoire. Ok, et donc je vais me focaliser essentiellement sur les systèmes linéaires temps invariants.